En août 1868, à Marseille, dans le quartier du Panier, une rumeur gronde. Des femmes auraient assassiné leurs maris en les empoisonnant afin de vivre en paix avec leurs amants. Le nouveau journal local, Le Petit Marseillais, couvre rapidement l'affaire et crée un feuilleton mélodramatique qui sera suivi assidûment partout en France. Qui sont ces femmes? Qu'avaient pu faire leurs maris pour mériter un tel sort? L'affaire des empoisonneuses de Marseille va révéler la face obscure de la cité phocéenne et mettre sur le devant de la scène les spécialistes du monde occulte. Le 28 août 1868, à Marseille, le commissaire Lamolle reçoit d'étranges révélations de la part d'un certain Barthélemy Marino. Cet ouvrier maçon accuse sa maîtresse, Marie Ville, d'avoir voulu empoisonner son épouse. Il révèle qu'elle a déjà empoisonné son propre mari et accuse 2 autres femmes, récemment veuves, d'avoir provoqué la mort de leurs époux. Comme preuve, il remet aux policiers un échantillon de poison constitué de feuilles de belladone et de poudre d'arsenic. Il indique que les meurtrières ont bénéficié de l'aide d'une tireuse de cartes et d'un herboriste qui s'adonne au spiritisme. Le commissaire Lamolle écoute les déclarations, bien sûr, est un peu interloqué. La première des choses que vont faire les policiers, c'est de faire vérifier par des pharmaciens des échantillons. Il se trouve qu'il y a des feuilles de belladone et la poudre blanche est bel et bien, non pas du bicarbonate de soude, mais de l'arsenic. L'arsenic est un poison puissant. Inodore, lorsqu'il est mélangé à des liquides, il provoque vomissements, crampes et diarrhée. Accompagné de la belladone, appelée l'herbe du diable, il dilate les pupilles et accélère le rythme cardiaque. La victime a peu de chances de s'en sortir. Le commissaire Lamolle demande ensuite à Marino comment il a eu connaissance de ces faits. Celui-ci explique qu'il a mené sa petite enquête, usant de mensonges plutôt convaincants, pour extirper les aveux d'une des accusées, Marie Ville, sa maîtresse depuis 2 ans. Sur cette grave dénonciation, la police arrête la jeune femme. Emmenée au dépôt de la préfecture, elle formule immédiatement des aveux complets. Elle confirme également l'accusation portée contre 2 autres femmes, Joséphine Gabriel et Rosine Salvago. On est le 28 août et dès le lendemain matin, toute la bande, parce qu'en fait c'est une bande, il y a 3 veuves. Bien sûr, ce sont celles qui ont administré les potions au mari, le défunt. Je vous écoute, madame, vous avez perdu votre parole. Donc, on arrête ainsi la veuve Ville, la veuve Salvago et la veuve Gabrielle. Mais il y a également les personnes qui ont fourni le poison, un herboriste, François Joie, ou Jogne, selon comment on veut prononcer la chose, mais en fait s'appeler joie et donner la mort, c'est quand même un peu bizarre.
Et également, ça ne s'invente pas, une cartomancienne, une tireuse de cartes, qui s'appelle Fanny Lambert, mais comme en Provence on féminise les noms, c'est la Lambertelle. Mais comment ce scandale avait-il pu voir le jour? Comment ces femmes à la réputation respectable avaient pu devenir de pareils criminels? Un lieu les unissait autour du vieux port de Marseille, le quartier du Panier. Le quartier du Panier, il ne faut pas se fier à ce qu'il en reste, c'est-à-dire c'est Marseille tout entier à l'époque. C'est là que tout se passe, les gens vivent dans la rue. C'est une cité méditerranéenne, mais en plus, il y a beaucoup d'Italiens et l'habitude, c'est de descendre les chaises et le salon devient la rue. Et c'est là qu'on se raconte toutes les affaires du quartier. Donc, lorsque l'affaire éclate, des gens sont déjà au courant parce qu'il y a des bruits qui courent, parce que on sait très bien que certaines femmes en appellent à des herboristes un peu véreux, et un peu beaucoup d'ailleurs, et qui fournissent des plantes qui guérissent, mais aussi des plantes qui vous ôtent la vie. Donc, notamment, ils interviennent souvent dans les affaires d'avortement clandestin. Là, il y a tous les ingrédients pour que la mayonnaise prenne, si je veux dire. La presse va rapidement s'emparer de l'affaire. Ce scandale va permettre à un nouveau journal, Le Petit Marseillais, créé en mars de la même année, de rencontrer un grand succès. C'est l'âge d'or de la presse marseillaise, le 19e. Et il y a énormément de titres. Alors, il y a le Sémaphore, qui est le journal sérieux, celui du port, mais il s'intéresse aussi à l'affaire, parce que c'est tellement croustillant, tout le monde veut en parler. Et le Petit Marseillais, quand il s'est créé au printemps, au moment même où Madame Ville, mais ça il ne le savait pas, avait commencé à avoir l'intention d'empoisonner son mari, il avait promis qu'il ne laisserait aucun fait divers dans l'ombre et qu'il tiendrait bien sûr ses lecteurs au courant. Alors, on venait de publier en feuilleton Les Mystères de Marseille d'Émile Zola, qui sont un roman, mais inspiré de faits réels, mais qui s'étaient passés avant. Et donc, tout le monde était sur le pot. Et donc, quand arrive cette histoire, le Petit Marseillais voit son tirage, ils sont passés de 6 000 exemplaires à 10 000 et quelques, et ils ont culminé à 42 000 exemplaires. Avec du quotidien, bien sûr. Donc, ils ont fait vraiment leur chou gras. Durant les 3 mois de l'instruction, le Petit Marseillais va dresser le portrait des empoisonneuses et de leurs complices et informer quotidiennement ses lecteurs des détails sordides de l'affaire. Quand on apprend ce scandale, bien sûr, non seulement ça fait du bruit, mais bon, d'abord, peut-être les maris commencent à avoir peur de leurs femmes, mais peut-être que les femmes aussi se disaient pourquoi pas mon mari, pourquoi il ne me donnerait pas le bouillon de 11 heures. Et donc, on commence à vouloir déterrer, c'est le cas de le dire, des affaires anciennes où trouver bizarre la maladie de monsieur untel, même si sa femme lui prodigue des soins assidus. Hein. Est-ce qu'elle ne distille pas de temps en temps quelques gouttes dans la tisane de ceci ou de cela. Tout le monde soupçonne, tout le monde. Et pas qu'au Panier, partout dans la ville, c'est la terreur. Les 3 époux décédés, cette année 1868, Jean Salvago le 3 février, Antoine Ville le 19 mai et Joseph Gabriel le 8 août, sont exhumés et autopsiés au cimetière Saint-Pierre. Le chirurgien en chef des hospices de Marseille, Bruno Broquier, détaille dans son rapport l'autopsie de Salvago. La putréfaction étant très avancée, il ne restait qu'un amas informe de putrilage du côté de l'estomac, qui fut extrait et mis en bocal avec une portion de terre. Même chose fut faite pour le cadavre de monsieur Ville. La putréfaction de Gabriel, enseveli depuis 25 jours, était très peu avancée eu égard à la saison. On prit également des viscères.
À la faculté des sciences, on commença par les viscères de Gabriel. On rechercha d'abord la belladone, qui, comme alcali végétal, était facilement volatilisable. Mais aucune expérience, pas même celle faite sur la pupille d'un lapin vivant, ne put démontrer les traces de la présence de la belladone. Les réactifs essayés avec soin à Blanc ont montré, avec l'appareil de marche, des traces d'arsenic. Les mêmes expériences opérées par 2 fois sur les restes de M. Ville ont donné un résultat à peu près négatif. Il faut conclure que l'arsenic administré aux malades avait eu le temps, au moment de la mort, d'être éliminé par les effets de la circulation du sang et l'action des forces vitales. Les autres cadavres contenaient de l'arsenic en quantité suffisante pour expliquer la mort. Pendant ce temps, à la préfecture de police, les 3 veuves étaient entendues par le commissaire Lamolle. Les 3 personnes incriminées, finalement, appartiennent à des milieux qui sont des milieux relativement populaires, mais il y a une sorte, on pourrait dire, d'étagement dans ces classes sociales-là. Celle qui serait dans le haut du panier, on pourrait dire, c'est la veuve Ville dont le mari est rentier. Donc, il vit de ses revenus, il passe le plus clair de son temps au cercle, il laissait à sa femme tout un tas de libertés. Et elle tenait d'ailleurs un magasin de faïence, de porcelaine. Et donc, elle avait de quoi vivre normalement. Mais bon, elle voulait voir un petit peu ailleurs et naturellement, à ce moment-là, elle voulait aussi faire des petits plaisirs à ses amants. Et il se trouve que depuis 2 ans, elle était la maîtresse de celui qui va les dénoncer, Barthélemy Marino. Rencontrée 2 ans plus tôt par le biais de sa servante, Marie Ville est très éprise du maçon. Ainsi, pour pouvoir profiter de lui en toute discrétion, elle loue un cabanon rue de Belzins et, à l'abri des regards, vit son amour pour son bel amant. C'est sous l'empire de cette passion qu'elle décide de consulter une cartomancienne connue dans tout le quartier du Panier, Fanny Lambert, dite la Lamberte. Marie Ville lui demande qui de son amant ou de son mari l'aime le plus. « C'est votre amant », affirme bien sûr Fanny. De séance en séance et de carte en carte, on en vient tout naturellement à évoquer le moyen de faire disparaître le mari pour profiter de l'amant. On se décide pour les sortilèges. C'est facile et indétectable. Et on invoque les esprits pour s'assurer une protection de l'au-delà. Le spiritisme dans le monde, et partout d'ailleurs, dans toutes les classes sociales. C'est-à-dire les bourgeois, le soir, font tourner les tables dans leur beau salon, leurs tables en noyer. Mais les prolétaires font ça chez eux, entre voisins, entre voisines, et on invoque les esprits. Et on a une caution extraordinaire, c'est que Victor Hugo lui-même fait tourner les tables. Parce que depuis qu'il a perdu sa fille, bon, il a un chagrin inconsolable et il pense qu'il peut entrer en contact avec elle. Et donc c'est une caution. Parce que si M. Victor Hugo, l'écrivain le plus célèbre de l'époque, se livre à des séances de spiritisme, tout le monde peut le faire. D'autant plus qu'il n'y a pas de série à regarder à la télévision, donc on a le temps. L'attrait pour l'occulte, ça a toujours existé. Mais il y a une pointe, c'est vraiment à la mode sous le Second Empire. En particulier, il y a les fameux Rose-Croix. Même Napoléon III aurait tâté de ça. Donc, on croyait à l'au-delà, on croyait aux esprits. Et donc, tous ceux qui étaient des médiums, qui avaient ce pouvoir d'entrer avec le monde de l'invisible, vrai médium ou faux médium, tout ça, c'était très prisé. Marie Ville révèle lors de l'instruction que les sortilèges étant inefficaces, la cartomancienne lui propose alors un moyen bien plus rapide pour se débarrasser de son mari, le poison. Fanny Lambert n'en possède pas. Elle emmène donc son amie Madame Ville chez l'une de ses connaissances, François Joy.
S'il vous fait confiance, Joy peut vous fournir, moyennant finance, de la poudre blanche ou des herbes. On les appelle des empiriques. Ce sont des guérisseurs, mais qui n'ont pas les diplômes et surtout qui ne sont pas médecins. Souvent, ils arrivent de la campagne et à la ville, il y a une clientèle formidable, de tous les niveaux. Des gens de peu, comme on dit, que des bourgeoises qui viennent chercher des plantes parce qu'elles ont des histoires. Ou même simplement pour guérir ce qu'on appelle les maladies secrètes de la femme à l'époque. Donc il y a beaucoup d'herboristes qui sont spécialisés dans les maladies de la femme. Alors on trouve d'ailleurs des réclames dans plein les journaux. Hein. Ces gens qu'on appelle les empiriques, il y en a plusieurs qui ont été très connus dans les quartiers. Moi, je me souviens d'un qui est un petit peu avant cette histoire-là, un certain Arnaud, qui, lui, prétendait guérir en mettant des emplâtres sur les blessures ou sur les maladies, enduits de son propre sang. Et comme il était sans doute un petit peu cinglé, il avait proclamé que si un jour il mourait, il suffirait de lui faire manger son foie et il ressusciterait. Vous voyez, donc c'était à ce niveau-là. Et ce qui est un peu moins rigolo, c'est qu'un jour on l'a retrouvé le ventre ouvert avec un morceau du foie qui avait été enlevé. Il y avait sans doute quelqu'un qui avait voulu voir si sa méthode marchait, mais elle n'a pas marché. Lorsque François Joy est interrogé par le commissaire Lamolle, il paraît très surpris par son arrestation. L'herboriste, installé à Marseille en février 1867, a une bonne réputation de tireur de cartes et d'habile sorcier. Il tient une officine d'herboristerie rue du Panier. Il confirme qu'il a bien reçu la visite de Marieville et Fanny Lambert, mais nie avoir vendu de l'arsenic et de la belladone. Pour l'herboriste, dans un premier temps, il dit que ce sont des herbes et que non, c'est pas de l'arsenic. Et d'ailleurs, il n'y en a pas dans son propre magasin qui est à la rue du Panier, sauf qu'il a une ancienne officine qui est fermée, mais qui lui sert de réserve. Et là, il y a des réserves d'arsenic. Elle commence à dire que c'est d'autres qui l'ont mis à sa place, que bien sûr, il n'y est pour rien, qu'ils ne savaient pas que c'était ça. Au cours de la perquisition menée chez lui, les enquêteurs vont trouver 500 grammes d'arsenic enveloppés dans un journal intitulé « Le journal du diable », ainsi qu'une note contenant les informations personnelles de ses clientes. Ce document va pouvoir renseigner la police sur les mœurs des accusés. Il est écrit « La femme Salvago est travailleuse, sachant l'italien. Elle a épousé un journalier du port ayant des défauts intempérants. Elle a eu des relations passagères avec plusieurs individus, mais suivies avec 2 seulement. La femme Ville a été assez honnête jusqu'en 1862. Puis ses débordements n'ont plus eu de bornes et elle a eu des amants pour qui elle a fait de grands sacrifices sur ses biens et surtout de sa mère et de sa fille. La femme Gabrielle a été très bien élevée par les époux Simon, ses parents adoptifs. Plus jeune, elle a gagné un prix de vertu, ce qui servit à la marier avec un excellent garçon, Gabriel. Après 14 mois, à la suite de quelques discussions, les nouveaux époux eurent le malheur de quitter les beaux-parents, les époux Simon, pour prendre un débit de liqueur. Là, on fit la cour à la femme Gabrielle. Elle a eu beaucoup d'amants. Sa mère biologique s'est alors rapprochée d'elle avec sa cousine. Je crois qu'elles ont eu de grands profits. La femme Lambert a travaillé dans une maison où on ne confectionnait que des robes pour les femmes de joie. On la maria cependant assez bien, mais bientôt elle eut des disputes avec son mari. Le mari a même été ingrat, ne donna rien pour les enfants. Dès lors, elle s'est livrée à la profession de tireuse de cartes. Fanny Lambert, elle tire les cartes, elle jette aussi des sorts.
C'est la diseuse de Bonaventure, un peu sous toutes ses formes. Je ne sais pas si elle le lit dans le bar de café ou la boule de cristal, mais naturellement, elle a une clientèle crédule, parce que même maintenant, à la foire de Marseille, l'un des postes qui attire le plus de monde, c'est le salon de la voyance. Donc, il y a tout un tas de petites échoppes et il y a plein de gens qui se font faire les lignes de la main, qui se font dire la bonne aventure, qui se font tirer les cartes. Et naturellement, la crédulité ajoute une bonne couche à tout ça. Et après, argent comptant, on paye pour s'être entendu dire ce qu'on attendait qu'on vous dise. Joie et Lambert sont dans le même quartier, ils se connaissent. La Lambert peut très bien fournir à Joie des femmes, pas automatiquement pour tuer, mais pour jeter un sort grâce, par exemple, à des herbes, rendre amoureux ou autre. Donc, ils ont toute une clientèle et automatiquement, la tireuse de cartes va attirer des gens crédules et qui vont demander le retour de l'ébé, par exemple. Grâce à sa rabatteuse, qui elle est au courant de toutes les histoires du quartier, il fait venir ces femmes et il leur promet monts et merveilles. Il leur promet de les guérir, elles, mais aussi, si elles veulent se débarrasser de leur mari, il leur donne la méthode. Et alors évidemment, comme tous les escrocs, s'il leur donnait de l'arsenic, ils se feraient attraper tout de suite. Un médecin verrait le cadavre et verrait très bien les symptômes. Mais en y allant à dose, j'allais dire homéopathique, et en allant doucement, en empoisonnant longuement le mari, il tombe malade, on pense qu'il a une maladie digestive et autres. Ce personnage d'herboriste, adepte des sciences occultes, semblait bien intrigant. L'esprit situé là. Frappe 2 coups. Les enquêteurs apprennent qu'il a déjà été condamné à Toulon à 6 mois de prison pour exercice illégal de la médecine et pour escroquerie. Il aurait vendu une baguette divinatoire 600 francs à des ouvriers pour qu'ils trouvent un trésor. Il leur aurait promis qu'un oiseau blanc apparaîtrait comme par magie pour leur indiquer le lieu de recherche. Quant à Fanny Lambert, elle a été condamnée par les assises du Var à 15 mois de prison pour vol domestique. Les veuves éplorées étaient-elles sous l'influence de ces charlatans ? Ce qui peut paraître un tout petit peu surprenant, c'est que généralement, les empoisonneuses, ce sont soit des femmes de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie, plutôt urbaine, qui se débarrassent d'un mari encombrant, qu'elles ont épousé sans amour pour faire plaisir à leurs parents. Ou alors c'est la servante qui est humiliée en permanence et qui finit par se révolter d'une manière un peu disproportionnée par rapport à l'humiliation. Tandis que là, ce sont des femmes actives, qui ont un travail, donc toute petite bourgeoisie marseillaise ou des ouvrières, puisqu'on a une tailleuse de vêtements quand elle n'est pas tireuse de cartes. On a une personne qui a travaillé dans l'ardoiserie avant de devenir femme de ménage. On a une marchande de vin. Donc des femmes qui s'assurent financièrement et simplement qui ont l'air d'être extraordinairement naïves et superstitieuses. Dans l'ordre des méfaits, tout commence par l'empoisonnement d'Antoine Ville en janvier 1868. Madame Ville projette l'idée de se débarrasser de son mari pour vivre avec son amant, Barthélemy Marino. Elle récupère l'arsenic et la belladone et teste différents dosages sur son mari. Les résultats ne sont pas concluants.
Elle manque même de s'empoisonner elle-même, selon ses dires, en buvant dans la mauvaise bouteille de vin. Sur les empoisonneuses de Marseille, là on retrouve le cas de figure avec le distinguo des hommes et des femmes, c'est-à-dire que Joy, qui connaît son métier puisqu'il est quand même herboriste et apothicaire, va fabriquer des drogues un peu sophistiquées. On va le voir mêler deux antagonistes comme l'arsenic et la belladone, ce qui permet de rendre la drogue très très peu visible. Et d'ailleurs, les médecins qui seront appelés au chevet des mourants n'auront pas idée que les personnes sont empoisonnées. Il utilise aussi toutes sortes d'autres drogues qui font mourir lentement, comme du sel d'oseille, qui est un détergent. Et là aussi, on croit que la personne, finalement, est décédée naturellement de souffrances gastriques. En février, c'est au tour de Rosine Salvago d'entrer dans ce cercle malfaisant. Son époux est alcoolique et brutal. Depuis 3 ans, il est malade. Elle le soigne depuis tout ce temps, mais n'en peut plus. Elle connaît bien Fanny Lambert, qui lui conseille de s'en débarrasser. Rosine, fatiguée, accepte. Fanny détourne donc un peu de poudre destinée aux besoins de Madame Ville et la vend à Rosine, qui en donne 2 fois une bonne dose à son mari. Jean Salvago meurt très rapidement le 3 février 1868. Elle semble avoir avoué assez vite, avoir reconnu les faits, tout en disant que, en fait, une d'entre elles disait « Oui, j'ai donné ces produits, mais je pensais qu'ils étaient anodins ou que c'était pour le soigner et non pas pour le tuer. » Et puis, donc, de toute façon, toutes vont finir par avouer quand même, hein, même si... Je crois que c'est Salvago qui dit qu'elle ne comptait pas bel et bien, elle soignait son mari qui était malade depuis longtemps, et puis que bon, il est mort et qu'elle a cru qu'il était mort de mort naturelle. Le 19 mai, Antoine Ville trépasse après 4 mois d'empoisonnement méthodique, laissant Marie Ville veuve et libre de vivre son amour avec son bel amant. Dans le quartier du Panier se répand la rumeur que l'on peut se débarrasser de son mari facilement. Et cela donne certaines idées à d'autres femmes. C'est dans son débit de liqueur rue Fontaine d'Arménie que Joséphine Gabriel rencontre François Joy. À tout juste 20 ans, Joséphine collectionne les hommes. Et en ce mois de juillet 1868, son amant favori semble se désintéresser d'elle. Elle a entendu parler de Joy pour ses dons de sorcier et de tireur de cartes. Celui-ci finit par lui faire comprendre que son amant est plein de tendresse pour elle et, pour les rapprocher, il se propose de la débarrasser de son mari. D'abord réticente, Joséphine est finalement convaincue par sa propre mère qui, elle-même, veut, dit-elle, faire pareil avec son mari. « Comme elle serait heureuse avec un double veuvage », aurait dit la mère. On a dit que la veuve Ville était celle qui était la plus huppée des 3. En deuxième rang, ça serait la veuve Gabrielle, qui est d'extraction extrêmement modeste, puisqu'elle a été abandonnée par sa mère et qu'elle a été élevée à l'hospice, mais à l'âge d'1 an et demi, elle a été adoptée par le couple Simon, qui était lui-même un couple relativement fortuné, aisé, un peu comme l'était Monsieur Ville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont mariée à 16 ans avec quelqu'un qui était relativement jeune, mais qui avait 28 ans, qui était mécanicien, mais qui avait des économies. Et donc qui pouvait vivre aussi normalement. Et il lui ouvre un débit de boisson. Et c'est là qu'elle va faire des rencontres, alors que jusqu'à présent, c'était un modèle. Elle avait même eu un prix de vertu de jeune fille orpheline, en quelque sorte. C'était un véritable modèle. Et elle va moins se dépraver, surtout en plus au contact de sa mère biologique et de sa cousine, qui, elle, passe pour être de ces femmes de mauvaise vie qui sont dans le quartier.
Madame Daille et Madame Flayol, mère et cousine de Joséphine Gabriel, vont donc participer activement à ce plan macabre. Les poisons vont être livrés par la femme Flayol, messagère de Joy, et du 30 juillet au 8 août, Jean Gabriel va être intoxiqué au moment des repas. Afin de paraître irréprochable, Joséphine va prier jour et nuit au chevet de son mari agonisant. Gabriel va jusqu'à apporter un cierge, alors là aussi, c'est une dévotion, hein, c'est presque une superstition à la bonne mère, pour faire en sorte que le poison marche. Et donc, cette dévotion à la bonne mère pour faire tout un tas de choses et pas automatiquement sauver la vie des gens, ça sera repris par Claire Fouque, qui sera après la présidente du syndicat des revendeuses. C'est un peu comme une porterie, sauf qu'elle, elle vend les légumes, elle ne les transporte pas. Et donc, alors elle va, c'est dans les années 1920, elle va prier la bonne mère parce qu'elle vit un enfer comme Salvago, son mari là-bas, mais il n'est pas en bonne santé. Alors elle le soigne et elle lui dit: bonne mère, je porte un cierge, faites en sorte qu'il y en ait un des deux qui disparaisse. Si c'est moi, vous mettrez fin à mon calvaire. Si c'est lui, je consacrerai ma vie à faire de bonnes œuvres, mais que l'on en sorte. Et quelque temps après, son mari va mourir. Et elle va remercier la bonne mère, disant qu'elle l'a exaucé. Mais elle ne lui avait pas donné du bouillon de 11 heures. Mais enfin, vous voyez que la bonne mère était mise un peu à toutes les sauces. Le 8 août 1868, au bout de 8 jours d'empoisonnement, M. Gabriel rend son dernier souffle sous le regard perplexe des médecins qui déclarent cependant une mort naturelle. Les 3 veuves, libérées de leurs épouses encombrants, pouvaient enfin profiter de leurs amants en toute tranquillité. Mais l'une d'elles va commettre un impair qui va être lourd de conséquences. Le 20 août, Fanny Lambert cherche Miette Marino qui vend des fleurs sur le cours Saint-Louis. Celle-ci n'est pas là. Fanny s'adresse alors à une voisine, Angélique, sur le cours. Dis à Miette Marino qu'elle se tienne sur ses gardes et fasse attention à elle. La maîtresse de son époux, la Mariville, veut la faire mourir à petit feu. Elle est convenue de ça avec l'herboriste du panier. Lorsque Miette l'apprend, elle se hâte de prévenir son époux, Barthélemy Marino. Elle joue franc jeu et elle va raconter à son mari: alors tu veux m'empoisonner pour être tranquille avec ta maîtresse, Madame Ville, etc. Et donc lui dit: mais non, mais pas du tout, parce que ne se doutait même pas, tout au moins c'est ce qu'il va dire au commissaire, que le mari était mort d'une mort qui n'était pas naturelle. Il était persuadé qu'elle était veuve naturellement. Mais en plus, il n'avait pas du tout envie, lui, de pérenniser avec Madame Ville. Barthélemy Marino rassure son épouse affolée, mais intrigué, il se rend le lendemain chez sa maîtresse. Elle nie tout en bloc, mais avoue cependant connaître François Joy, avec qui, dit-elle, elle est en affaire pour l'achat d'un fonds de buvette. Fanny Lambert, interrogée par Barthélemy, nie elle aussi son implication. Pourtant, c'est bien elle qui a averti Miette Marino. Quelle était la vérité ? Pour en avoir le cœur net, il ne restait plus à Marino qu'à aller chez l'herboriste et lui tendre un piège pour qu'il avoue à son tour. Je suis l'amant de Madame Ville, je sais tout ce qui s'est passé. Mais vous n'avez fait que la moitié de la besogne. Moi, je veux vivre librement avec Madame Ville. Alors pouvez-vous me débarrasser de ma femme ? Mais je vous préviens,
Je ne veux pas qu'elle souffre autant et aussi longtemps que Monsieur Ville. » Mis en confiance par ces paroles, François Joy, d'abord méfiant, prend un visage souriant et révèle « C'est cette tripoteuse de Lambert qui est à peine assez bonne pour tirer les cartes et qui se mêle de ce qu'elle ne sait pas. Elle ne pouvait pas venir à bout de Monsieur Ville. Je suis intervenu avec ma poudre et je l'ai expédiée en quelques jours, moi. Laisse-moi faire. Suivez mes instructions et votre femme ne traînera pas longtemps. » Barthélemy Marino récupère du poison comme pièce à conviction. Et avec les renseignements obtenus, réussit enfin à faire parler Marie Ville. Celle-ci lui confirme le meurtre de son mari et ses intentions d'empoisonner Miette Marino et lui-même s'il voulait la quitter. Manipulée par son amant, elle dénonce aussi les deux autres empoisonneuses, Rosine Salvago et Joséphine Gabriel. Marino allait enfin pouvoir confier aux autorités les crimes de cette bande et faire éclater la vérité. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est la rapidité avec laquelle l'affaire est jugée. Quand vous pensez que la dénonciation est du mois d'août et que l'affaire est jugée au mois de décembre. Maintenant, ça prendrait des années, des années. Or, il est évident que les aveux sont arrachés très rapidement. Donc, il n'y a pas à tout reconstituer. Mais quand même, il y a des choses à vérifier. Or, en quelques mois, l'affaire est pliée. Et d'ailleurs, il y a dû y avoir la moitié de Marseille à l'audience. Les journaux avaient dû en remettre une couche. C'était l'affaire. Et donc, en quelques jours, c'est réglé. Dans le Petit Marseillais du 29 octobre 1868, on peut lire « On apprend que toutes les inculpées ont été soumises, après des confrontations individuelles, à une confrontation générale qui n'a pas duré moins de 4 heures. L'irritation la plus grande s'est manifestée par des cris et des injures. Il a fallu toute la prudence des gendarmes qui les entourent pour les empêcher de se jeter les unes sur les autres et de se déchirer. » La femme Flayol, dernière arrêtée, a surtout exprimé une grande colère contre sa cousine Joséphine et la mère de celle-ci, la femme d'Aille. Ne pouvant satisfaire sa rage, elle s'est affaissée sur elle-même, prise d'une crise nerveuse qui a duré plus d'1 heure. La femme Ville s'est complètement abandonnée et est en proie à une grande exaltation religieuse. Son repenti paraît sincère et le remords la tourmente. Elle ne trouve d'apaisement que dans la prière. Joséphine Gabriel a aussi à subir les malédictions de sa mère qui continue à croire que c'est elle qui a dénoncé sa complicité. La tireuse de cartes parle peu et prépare en silence ses réponses devant la cour d'assises. La génoise Salvago porte sa colère sur Fanny Lambert et sur Joy qui lui a fourni les moyens de commettre un crime qu'elle prétend n'avoir exécuté que par suite des mauvais traitements que lui faisait subir son mari. L'herboriste Joy, lui, reste impassible. Il sourit quelquefois de dédain. Le dossier de cette grave affaire est expédié par la Chambre des mises en accusation et le procès s'ouvrira courant novembre. Les empoisonneuses et leurs complices sont enfermés à la prison des Présentines, en plein cœur de Marseille. Le journal Le Petit Marseillais continue d'écrire quotidiennement sur le sujet qui fait fureur à cette époque, le poison. Au XIXe siècle apparaissent des empoisonneuses en série, la plus célèbre étant Hélène Gégado. Si on arrive jusqu'au début du XXe, on a aussi Antoinette Thierry. Rien ne dit qu'il y ait au XIXe siècle plus de femmes empoisonneuses que d'hommes empoisonneurs. Simplement, dans les imaginaires sociaux, c'est vrai que le poison est censé être l'arme idéale de la femme. On l'a dit, de constitution fragile. On l'a dit aussi beaucoup, le cliché rusé, hypocrite. Donc c'est une drogue qui se dissimule dans la boisson, dans l'aliment. On l'a dit empoisonneuse aussi vraisemblablement parce que ça choque, parce que la femme est censée donner la vie et nourrir sa famille au sein du foyer, et que là, c'est évidemment tout le contraire qui se passe.
Elle retire la vie et elle empoisonne les aliments et les breuvages. Mais les hommes sont sans doute peut-être même plus nombreux, puisque finalement on a quelques grandes affaires. Peu, mais c'est assez logique parce que les hommes tuent autrement. Ce sont des chimistes, des pharmaciens, des herboristes apothicaires pour le début, et des médecins. Et ils n'utilisent pas forcément de l'arsenic. Ils utilisent des drogues plus sophistiquées, ils font des mélanges. Et pour s'en tenir aux plus grandes affaires, par exemple le docteur Castin qui tue avec de la morphine deux de ses patients pour en hériter. On a un vicomte de Beaucarmé en Belgique. Les chimistes de formation, ils fabriquent du concentré de nicotine pour tuer sans que ça se voie son beau-frère handicapé mais très riche. Finalement, le procès des 3 femmes et de leurs 2 complices débute le 3 décembre 1868 au palais de justice d'Aix-en-Provence. 2 des accusés sont représentés par 2 avocats dont le nom est bien connu des Marseillais. Félix Barret, le futur maire de Marseille, qui représente l'herboriste, et Gaston Crémieux, l'un des acteurs majeurs de la commune de Marseille, qui défend alors Marieville. Gaston Crémieux, à l'époque, ce n'est pas encore le Gaston Crémieux qui va passer à la postérité à cause de son rôle joué dans la commune de Marseille. Mais à l'époque, c'est un jeune avocat, et même c'est un avocat qui n'a pas une réputation extraordinaire. C'est après que, tout d'un coup, il va prendre une dimension nationale, puisque c'est lui qui va déclencher, bien avant la Commune de Paris, la Commune de Marseille, en novembre 70. Donc, il va devenir un personnage historique, alors qu'à l'époque, c'est un jeune avocat. C'est le seul qui a été sacrifié au moment de la Commune. Il a été fusillé, donc, comme meneur de la Commune de Marseille. Mais à l'époque, c'est un avocat idéaliste, il est plutôt de gauche. Pour lui, c'est une affaire, j'allais dire, une affaire banale, quoi, une affaire de droit commun, mais qui n'a pas de portée politique. L'histoire de ces empoisonneuses a beaucoup fait parler dans la région marseillaise. Le jour du procès, la foule est impressionnante devant le palais de justice. Tous attendent avec impatience le passage des accusés. On sait très bien que le tribunal d'Aix, c'est un local qui est exigu. Et Aix, c'est pas à côté. C'est la bagarre pour savoir qui est-ce qui va rentrer en salle d'assises. Et donc l'atmosphère est houleuse. Déjà, la foule qui n'a pas pu aller à Aix attendait la voiture à cheval et suspecte, mais on veut absolument les voir à la descente de la voiture et à la montée du train. Tant et si bien qu'au lieu de les faire rentrer par le devant, il n'y avait pas encore les escaliers, évidemment, il y avait une montée qui est tortueuse, on les fait rentrer par derrière. Et la foule se rend compte qu'on a voulu les flouer, alors ils se précipitent pour voir, pour apercevoir, et naturellement, il y a les colibés, c'est à mort, la guillotine, etc. À 10 heures, les accusées sont introduites dans la salle. Elles sont vêtues de deuil. Chacune prend sagement la place que leur indiquent les gendarmes et toutes tentent d'éviter les regards du public. L'herboriste a une tenue irréprochable. Monsieur de Merville, le procureur général, se place au siège de l'accusation. Des bocaux, ainsi que des paquets d'herbes et des linges, sont exposés sur la table des pièces à conviction. Monsieur le Président procède à la présentation des accusés. Le procureur général commence alors son réquisitoire en s'adressant aux jurés. Comment ces crimes étranges se sont-ils accomplis? Qui en a conçu la pensée? À qui en revient la préparation? À qui l'exécution? Comment se sont distribués les rôles? Comment doit se répartir la responsabilité? Le procureur promet de répondre à toutes ces questions et revient sur la chronologie des faits en interrogeant à tour de rôle les accusés. Chacun se rejette la faute et les 3 veuves affirment n'avoir jamais pensé que les poudres étaient des poisons, mais des potions pour des sortilèges. Le public jubile, les rires éclatent. On dirait un peu qu'on est au théâtre du boulevard. Il y a des répliques aussi. À tout ce moment-là, naturellement, l'assistance réagit.
Non, parce que les histoires de cocu, d'après ce que disaient les spécialistes, c'est pris sur le sens comique en France, alors que dans beaucoup de pays, ça ne ferait rire personne. Bon, vous avez tout le théâtre de Feydeau, dans toutes les pièces, tout le monde cocufie l'autre. Il n'y a pas que Feydeau, c'est le plus célèbre, mais c'est un fonds de commerce. Et ça fait rire. Les avocats des accusés vont tous plaider les circonstances atténuantes pour ces femmes fragiles, influencées par le dangereux herboriste. Le ministère public le nomme l'animal carnassier, qui croit apercevoir une proie dans l'ombre et qui consacre toute son attention pour arriver au moyen de la saisir. Il rappelle les penchants satanistes de cet homme dont la bibliothèque est composée de livres de magie noire et qui est abonné au journal des Enfers, imprimé en caractères rouges. Il félicite Barthélemy Marino, qui a rendu un immense service à la société en dénonçant ces dangereux criminels. Les 30 témoins à charge enchaînent les accusations et au bout de 3 jours d'audience, le 6 décembre, les jurés sont prêts à délibérer. Il faisait très froid dehors, mais dans la salle, il faisait très chaud. L'ambiance était montée au maximum. 2 heures de délibéré, c'est quand même pas énorme. Et naturellement, les jurys, c'était 12 hommes. Bien sûr, pas de dames dans les jurys. Des hommes qui allaient juger des femmes et un homme. Ils ont aussi rendu innocentes 2 autres personnes, c'est-à-dire la mère et la cousine de la femme Gabrielle, en disant qu'on n'avait rien pu prouver, même si on avait essayé de les associer à des tentatives d'assassinat, puisqu'on avait dit que la mère de la veuve Gabrielle voulait elle aussi empoisonner son mari. Madame Daille et Madame Flayol sont donc acquittées. Les 3 empoisonneuses vont bénéficier de circonstances atténuantes et ainsi éviter la guillotine. François Joy, Fanny Lambert, Marie Ville et Joséphine Gabriel sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Rosine Salvago est condamnée à 20 ans de travaux forcés. Parmi toutes ces condamnations, dont on ne sait pas où les dames ont fini leur vie, la seule connaissance que l'on ait, c'est celle de la mort de Joie, l'herboriste, qui a fini ses jours bel et bien au bagne de Nouvelle-Calédonie en juillet 1876, soit après 8 ans de détention qui n'ont pas dû l'arranger parce qu'il était quand même pas très vieux. Mais disons que les conditions de détention en Nouvelle-Calédonie ne devaient pas être très bonnes. Le procès des empoisonneuses de Marseille eut un tel retentissement qu'il inspira de nombreux auteurs. Pas tout le monde a pu aller dans la salle du tribunal, même si on s'arrachait les journaux pour le lire. Mais donc l'impact de ces empoisonnements, non seulement ça a bien sûr débordé du panier, mais toute la ville, mais toute la France et même à l'international. Et donc il y a eu tout un tas de choses. Il y a eu des pièces de théâtre qui sont devenues ensuite des romans feuilletons, puis des romans. Là-dessus, donc il y avait de la vraie affaire, plus d'autres, puisqu'on imaginait d'autres empoisonneuses ailleurs. Il y a eu même un spectacle de mime. À l'Alcazar, la salle de spectacle, bien sûr, ça n'était absolument pas une bibliothèque. D'ailleurs, il y avait un commis qui a été un des amants d'une des femmes. Une complainte de l'affaire sera écrite et jouée, comme bien d'autres, sur l'air de Fualdès, marquant ainsi à tout jamais les mémoires de ces crimes diaboliques.